Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil doré. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que tout à l'heure j'ai enregistré, il m'a fallu plusieurs prises mais l'épisode durait 1h30. Bon, ça faisait un peu trop mais je me suis rendu compte à la toute fin que j'avais mal coché un truc pour le micro et le son était horrible quoi, il était dégueu donc je préfère le refaire en entier plutôt que de bidouiller parce que notamment il y avait plein d'échos et puis je sais pas, je trouve que ça s'entend toujours, même quand on essaye d'enlever l'écho et tout, etc. Enfin, bref. Donc je vais refaire tout ça. Hein, ouais, ça devrait pas être pareil, mais de toute façon, même pareil, j'avais l'impression de lutter contre moi-même, c'était vraiment terrible, j'avais plus de voix à la fin, ça m'a lessivé de faire cette autoprise, donc c'est pas plus mal, là je me sens beaucoup mieux de faire celle-ci. Enfin bref, donc rentrons dans le vif du sujet. On est encore en train d'étudier nos 12 signes du zodiaque, on en est presque à la fin, yes. On arrive alors à la fois au dernier quart, au dernier cadran et à la dernière saison qui est l'hiver. Donc, pour rappel, là, dans les 3 premières saisons, donc, et les signes qui sont associés avec, mais je ne les répéterai pas là. Mais par exemple, pour la saison du printemps, il s'agissait vraiment de forger son expérience de la vie elle-même à travers 3 signes, 3 éléments, 3 modalités. Ensuite, pendant la saison de l'été, il s'agissait de faire naître, de construire, de développer comme ça sa propre personnalité, moi, je. Euh, voilà, pour se définir en tant que tel. Ensuite, une fois qu'on s'est défini soi pendant la saison d'après qui est l'automne et pendant les 3 signes, donc qui sont juste précédents à l'hiver, on était en train de construire, d'établir comme ça, de développer la relation à l'autre. Donc quelqu'un qui dit moi je plus quelqu'un qui dit moi je, ben ça fait un toi et un moi et ça fait un nous. Mais au moins, ou en tout cas plus dans l'idée de relation à deux dans l'automne, parce que en hiver c'est l'ultime saison, l'ultime portion du cycle d'évolution de la roue du zodiaque comme ça, où on entre en relation mais tous ensemble. Donc c'est le méga nous, j'ai envie de dire, le nous de la collectivité, de l'ensemble, de la société. Et le premier signe comme ça qui démarre cette saison et ce cycle du nous tous ensemble, c'est le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, les infos que je donne à chaque fois pour chacun des signes. Alors lui, le Capricorne, c'est un signe qui est féminin, un signe de terre, un signe qui est cardinal, un signe qui est régi ou maîtrisé par la planète Saturne et auquel on associe, donc le signe du Capricorne, on lui associe est équivalente la maison numéro 10. Alors, après que j'aurai fini les 12 signes du zodiaque, là, donc il en reste plus que 2, je commencerai la série sur les 12 maisons. Et ensuite encore, après, je ferai la série sur les planètes. Donc, patience. Si vous voulez par contre savoir d'ores et déjà ce que ça veut dire signe féminin, signe de terre, allez voir l'épisode que j'ai déjà enregistré et publié sur les 4 éléments. Et pour savoir ce que c'est un signe cardinal, allez voir l'épisode sur les 3 modalités. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que je ne vais pas aller entièrement dans le détail, mais ça va avoir son importance dans la description même du signe. Donc ça va transparaître au fur et à mesure. Je continue. Alors le signe du Capricorne, en plus de tout ça, pour le remettre un peu en contexte, juste avant, on a le signe du Sagittaire, donc un peu à sa gauche si on veut. Juste après, on a le signe du Verseau, et en face, on a le signe du Cancer. Et je trouve que cette altercation, n'importe quoi, cette alternance, cette position, ce positionnement, tout simplement, je trouve ça assez intéressant. Moi, ça me fait rire quand j'y réfléchis en enregistrant. Mais bref. Petit reminder à chaque fois que je dis avant de rentrer dans la description en tant que telle. Alors, déjà, je ne m'adresse pas que aux gens qui disent je suis Capricorne dans le sens où c'est leur signe solaire, donc c'est-à-dire que le soleil dans leur chart il est dans le signe du Capricorne, ni à ceux qui se disent moi je suis ascendant Capricorne, mais en fait ça s'adresse à tout le monde, toutes les vidéos des 12 signes d'ailleurs, comme ce sera le cas pour les 12 maisons, parce que
tout comme les maisons, on a les 12, on a aussi tous ensemble, chacun d'entre nous, les 12 signes en nous. C'est juste qu'on les utilise plus ou moins, ils ne nous servent pas dans les mêmes domaines de la vie. Donc ça, c'est ce que j'explique par rapport au thème astral dans l'épisode Tous en scène. Hein. J'explique ce que c'est, comment monter un thème astral et comment lire les informations. Et justement, en fait, c'est comme de dire, moi, je suis Scorpion, donc j'écoute pas le Capricorne. Ce serait comme de dire, moi, je suis né à 2 heures. Donc du coup, les 11 autres heures, en fait, je m'en fous. Ou moi, je suis né en janvier ou en mars. Et en fait, du coup, je m'en fous de tous les autres mois. Ben oui, non, parce que oui, vous pouvez vous reconnaître là-dedans. Moi, je suis née je suis née en tant que, comme ça. Donc vous vous associez, comment on appelle ça, vous vous identifiez à, mais sachez que, en tout cas en astrologie, les 12 signes, les 12 maisons sont, en tout cas, répartis différemment, surtout avec les planètes et tout. Mais en bref, on les a tous. Donc, quand je dis Capricorne, le Capricorne, je parle pas de quelque chose de masculin ni de féminin, je m'en fous, je parle juste du signe en tant que tel, de ce qu'il représente. Et les deux choses qui m'intéressent le plus, en fait, dans chacun des signes, c'est à la fois la dimension psychologique du signe, donc c'est-à-dire que moi, de toute manière, je sais pas le but et j'y arriverai pas, hein, de vous montrer, de vous exposer comme ça la totalité, l'intégralité de tout ce qui se dit sur chacun des signes comme ça. Mais moi, de mon côté, en tout cas, je m'engage à vous partager le maximum, déjà de ce que je connais, de ce que j'ai appris, de ce que je comprends aussi, hein, parce qu'il y a des choses que je comprends pas toujours, hein, comme là, par exemple, je vous en dirai quelques-unes que je comprends pas vraiment, mais je les partage quand même, et que je ressens aussi. Mais bref, je donne le maximum de... C'est comme si on taillait les différentes facettes d'un diamant, comme ça, c'est l'image qui me vient à chaque fois, pour voir... en le tournant comme ça, Enfin, souvent je parle dans cette intro de zones de probabilité, mais si vous voulez, si on tourne un petit peu, on peut voir à chaque fois une facette du signe pour justement montrer psychologiquement la manière dont il est probable que un signe puisse réagir, penser, faire, même ressentir, la manière dont il s'organise intérieurement et avec les autres. Et outre l'aspect psychologique, c'est l'aspect symbolique qui m'intéresse. Donc, à la fois la symbolique prise dans la remise en contexte du cycle du zodiaque, que j'entends comme un cycle d'évolution, à la fois de la conscience et de l'expérience humaine. Ça, c'est ce que j'explique dans l'épisode d'introduction à la roue du zodiaque. Et sinon, c'est de voir chaque signe. Alors, je sais pas pourquoi j'ai jamais utilisé ce mot, mais j'ai souvent dit fonction, alors que je n'aime pas trop ça, parce que ça fait un peu comme en philosophie l'aspect utilitariste, comme ça, de dire que chaque chose a une fonction. Mais je sais pas pourquoi, c'est un peu différent, mais bref, j'ai jamais utilisé le mot de rôle. C'est comme si chacun... Je parle pas des personnes qui sont nées sous machin, mais chaque signe a un rôle, en fait, dans... si vous voulez, symboliquement, presque dans la société. Un peu comme si on disait que si c'était une horloge ou quoi, ce signe-là, c'est un peu plus les aiguilles, celui-là, c'est le cadran, celui-là, c'est les rouages, et c'est celui-là, c'est ce type de rouage, etc. etc. Et donc c'est un peu comme de cette manière-là que je veux dire quand j'essaye de voir un signe par rapport à sa place à la fois dans la société humaine, et sur la Terre, mais dans le sens l'humanité. Et d'ailleurs, à chaque fois, et je pense que c'est symbolique de cette chose-là que je viens de vous dire, un signe est identifié ou en tout cas associé avec une partie du corps humain traditionnellement, et pour le Capricorne, on l'associe au genou. Et bon, je vous le dis là parce que je pense que je ne vais pas trop l'articuler, mais en tout cas, ça fait sens en fait pour ce signe, mais... le genou, souvent les gens disent le genou c'est je, nous. Donc moi, je, et nous, il, tu, elle, nous, vous, quoi. Donc c'est un signe d'articulation entre l'individu, l'individualité et le groupe, le collectif. Bref, donc on va essayer de voir, de balayer des spectres larges en voyant à la fois les torts, les travers, comme ça, comment on dit ça,
les défauts, là, comme on dit, de chaque signe, autant que les qualités, mais au fond, c'est les deux faces d'une même pièce, et c'est comme si de toute manière, d'un côté ou de l'autre, c'était exactement la même chose, mais parce que ça touche à une sorte d'aspiration ou de désir profond propre à chaque signe, si vous voulez, comme ça. Donc, si c'est clair, comme ça, c'est parti. On va commencer pour cette longue intro de 10 minutes déjà. On va parler du signe en tant que tel. Donc maintenant, j'aime bien faire ça depuis quelques signes, à commencer par les images en vrac. Si je devais dire comme ça un peu au pif, à l'instinct, enfin pas à l'instinct, mais de ce que j'apprends, je connais, bref, les images qui me viennent immédiatement comme ça quand je pense au Capricorne. Alors c'est marrant, mais je trouve que ça commence peut-être en Capricorne, peut-être que ce sera pareil pour Verseau et Poisson, mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas du tout ressorti dans les autres signes. C'est assez flagrant pour moi, cette espèce. Alors, c'est pas une dualité ni une ambivalence, mais c'est comme s'il y avait deux choses en fait parmi les images qui me venaient. Il y a à la fois un côté un individu, une personne qui portera ces énergies-là très fortes, et à la fois, donc je parle à la fois des images en termes d'archétypes ou même des qualificatifs qui me viennent hein, pour quand je pense au signe du Sagittaire. Et d'autre part, donc, il y a tout un autre volet qui est plus le côté collectif. Donc c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'est pas non plus une dichotomie, mais cette séparation-là, on va dire, pour moi en tout cas, là, parmi les 12 là, que je fais, c'est en tout cas la première fois que c'est aussi fort comme ça. J'ai pas l'impression que c'est aussi fort, pour moi en tout cas, dans le côté Poisson et Verseau, mais on verra parce que c'est des signes particuliers pour moi. Mais donc parmi ces images en vrac et donc dans le côté individu, là si on veut, c'est, enfin pour moi de prime abord comme ça, c'est la figure du PDG, du CEO, le chef d'entreprise quoi. Mais donc c'est pas exactement la même chose que par exemple l'auto-entrepreneur qui fait ses peu importe quelle activité il a, ou le chef des petites entreprises qui a 1, 2 ou 3 salariés max là. Non, ça ce serait d'autres énergies. Pour moi, le Capricorne, c'est la personne qui, peu importe si elle reprend cette entreprise, si elle a été, si l'entreprise existait déjà et qu'elle arrive à ce poste, on s'en fout. C'est la personne qui gère beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et donc, elle n'est pas responsable de 1, 2 ou 3 salariés, ni même de quelques dizaines, mais de plusieurs centaines, voire de milliers de personnes, en fait, qui sont, toutes ces personnes-là, elles-mêmes réparties en plusieurs secteurs, voire, vous savez, un peu comme les multinationales, où il y a plusieurs sièges comme ça. C'est de cet ordre-là, en fait, dont on parle dans l'énergie, en tout cas archétypale du Capricorne. Hein. Je ne dis pas du tout que tous les gens... je sais pas moi, Mars en Capricorne ou Soleil en Capricorne ou quoi sont destinés à être comme ça des chefs d'entreprise, mais c'est l'image, c'est l'archétype qui est associé à ce signe. En tout cas, plusieurs choses à retenir, mais en particulier, je pense pour moi, la notion d'être responsable comme ça, d'un groupe. Et bon, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là en vrac, mais de toute manière, vous inquiétez pas, on va les citer au fur et à mesure. Mais de l'autre côté, du coup, comparé à la personne tout seule qui s'occupe de tout, en fait, c'est assez logique, ou en tout cas, ça correspond avec tout ça. Les images qui me viennent, les figures, etc., c'est... alors, c'est pas une image, mais c'est un concept, c'est la politique. Donc, ce sera le politicien, comme ça. Mais ça, pour moi, c'est très, très Capricorne. Et il y a une différence avec la politique ou le politique, comme ça, comprise dans le Capricorne, et la civilisation en balance. Mais je pense que j'y reviendrai vraiment dans pas longtemps, parce que quand je vais commencer. Mais voilà, les lois, les choses comme ça, les institutions, les structures, l'administration. L'administration, c'est un très Capricorne. Voilà, suivant les gens, si vous avez un bon rapport ou pas avec ça. Mais voilà,
Donc ça, c'était pour les images en vrac d'emblée, quoi. Donc si on remet en contexte un peu plus précisément, donc déjà je vous ai dit par rapport aux 4 saisons que c'est lui qui démarre l'hiver, et je vous ai dit qu'un peu l'hiver c'est le nous tous ensemble, mais ça j'y viendrai juste un peu plus tard, juste après ce point-là. Non, je veux faire une remise en contexte par rapport au signe d'avant, et donc un peu le signe d'après là et d'en face. Mais oui, c'est ce que je vous disais que je trouvais drôle en fait, c'est que je trouve ça marrant parce que le Capricorne, c'est un signe qui est réputé droit, presque infaillible comme ça, presque austère quelque part, structuré, intègre, honnête comme ça, travailleur. On peut avoir... Ah oui, c'est vrai que dans les images en vrac, là, que j'ai oublié de noter, là, mais on peut retrouver le burn-out, quoi. Les gens tellement dédiés, presque mariés à leur travail, qui ils ne voient plus les propres limites de leur santé mentale, physique, etc. Mais bref, vous voyez un peu l'image qui commence à se dessiner du Capricorne, et il est entouré par qui? Moi, ça me fait beaucoup rire. Il est entouré à gauche et à droite par un signe d'air, un signe de feu, comme tous les signes de terre, hein. Mais en particulier le Verseau et le Sagittaire, c'est deux signes qui vivent, mais pour ou par à travers ce que vous voulez, mais la liberté. C'est les deux signes de la liberté. C'est les deux signes, si vous voulez, c'est un peu par exemple dans le domaine des relations amoureuses ou juste des relations tout court, c'est la personne qui vous échappe un peu toujours, pas comme un poisson ou quoi, mais parce qu'elle elle brûle comme ça de sa propre liberté, quoi. Donc ce serait archétypalement ou comment on dit ça, bon, schématiquement, disons ça comme ça, la personne qui ne voudrait pas se poser, etc. Parce que j'ai toujours à voir ailleurs, quoi. Bon, évidemment, ce n'est pas que ça, et heureusement, les Sagittaires et les Verseaux peuvent aussi se poser, vous inquiétez pas. Mais ça me fait rire, quoi, que le Capricorne soit entouré par ces deux énergies à gauche et à droite. Donc ça m'étonne pas que ça renforce cette idée de oh là là, on va encore plus accentuer les structures, quoi. Et en face du Capricorne, qu'est-ce qu'on trouve pour encore accentuer la rigidité comme ça du Capricorne? On trouve le Cancer, et je suis désolée, mais ça me fait rire. Et le Cancer, en fait, si vous voulez, pour chaque signe, outre cet aspect de spectre là et de face positive, face négative, entre guillemets, qui est la même chose, il y a des expressions, si vous voulez, de chaque signe que en astrologie, les astrologues disent. Alors, indépendamment du vocabulaire qu'ils utilisent, mais on va retrouver souvent, par exemple, comment ils disent ça? Genre la basse énergie ou par exemple le Cancer, le Capricorne sous-évolué vs celui évolué vs celui encore plus évolué. C'est comme s'il y avait des paliers d'évolution comme ça, et d'un certain côté c'est vrai, et c'est ce que je dis en fait quand le tort contient le travers, etc. C'est juste que c'est la même chose, c'est comme quelque chose de brut qui n'est pas maîtrisé, qui une fois qui est raffiné, je préfère le mot raffiné comme ça, mais comme une matière, ou comme en chimie, vous savez, quand on affine une matière ou on l'épure, c'est-à-dire qu'on la rend de plus en plus pure, on enlève... Enfin, bon, bref, je sais pas pourquoi je suis partie là-dedans. Mais pour finir, là, ce truc de l'encadrement du Capricorne, en face de lui, le cancer dit immature ou un peu sous-évolué comme ça, c'est justement le signe de l'immaturité de les deux principaux archétypes dans le Cancer, c'est l'enfant et la mère, en fait, le parent intérieur et l'enfant intérieur. Et c'est le premier signe d'eau de tout le zodiaque, et c'est l'apprentissage de « Ah mon Dieu, j'ai des émotions » comme ça. Donc c'est très vif, c'est très intense, hein. Bon, de toute manière, les 3 signes d'eau, là, parce que c'est ça, c'est le royaume des émotions, entre autres. Mais voilà, donc c'est la spontanéité aussi, parce que quelque chose qui peut être un peu
dur comme ça, mais dans le sens difficile d'accès, c'est que justement le Capricorne peut être dur, froid, rigide, mais justement parce qu'il y a un manque de spontanéité. Et ça, c'est quelque chose à aller rechercher. Et de toute manière, dans tous les signes, ils sont comment dire, à évoluer, à s'accepter eux-mêmes en allant voir le signe d'en face, qui est à la fois l'opposé et le complémentaire. Mais bref, donc voilà, le Capricorne, il est entouré par l'enfant en face et les deux qui fuient un peu, enfin pas qui fuient, justement, ça c'est un peu une expression un peu basse, là, mais qui vivent pour la liberté. Et lui, au milieu de tout ça, il est quoi? Il est l'ordre et la structure. Donc il peut soit péter un câble et croire que le monde est contre lui, soit il peut se dire, bon, j'ai mon rôle à jouer, eux ils ont leur rôle, et puis il peut se prendre les foudres de chacun sur lui. Mais encore une fois, c'est le cas de tous les signes. Ils sont pareils par rapport aux signes à gauche, à droite, entre guillemets, et d'en face. Mais ça m'a fait rire de vous dire ça comme ça. Mais plus que ça, ce que je veux dire pour la remise en contexte, par exemple, par rapport au Sagittaire, en fait, le Sagittaire, pour pas la refaire parce que ça dure déjà longtemps l'épisode, sur le Sagittaire je parle, c'est le signe de feu qui appartient à la saison de l'automne, donc à cette construction de la relation, au moins à deux, qui, après la Balance, après le Scorpion, si le Scorpion a bien fait son travail de nettoyage, d'épuration des énergies inconscientes qui ont lieu dans chaque être humain et dans chaque relation humaine, tous les tabous, le Sagittaire, lui, il veut prendre l'air, quoi. Mais avec son feu, il veut physiquement, donc prendre l'avion, prendre le bateau, partir loin, loin, loin à l'étranger, comme ça, pas juste dans le village d'à côté, mais partir là où il y a l'inconnu, en fait. Ou bien il part dans le domaine de l'esprit, et puis dans ce cas-là, il va soit en science, soit dans la religion, il est à la découverte à la recherche, en tout cas, de la vérité. Et voilà, il veut suivre un peu, si vous voulez, entre guillemets, le feu sacré qui brûle en lui pour mettre de la lumière comme ça sur les zones d'ombre et éclairer à la fois son propre chemin et le chemin des autres gens. Ce serait un peu comme ça, mais ce que je disais justement dans le signe du Sagittaire, c'est que c'est un signe qui est gouverné et maîtrisé par Jupiter, et Jupiter, c'est, alors certains astrologues disent en français la loupe, comme ça, c'est celui qui fait qui grossit comme ça un peu tout, et qui est à la fois facteur de chance, d'optimisme, et surtout d'expansion. Donc c'est un peu, si vous voulez, l'énergie qui est en mouvement, parce que ça c'est le feu en lui-même, mais c'est un mouvement qui prend de l'expansion, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Or, il y a bien un moment où il faut lui dire stop à ce feu, où on va dire bon bah t'es gentil le feu, mais là tu prends toute la place, quoi. Et ça c'est le rôle du signe de terre qui fait suite juste après au signe de feu. Si vous voulez, dans le signe de feu, il y a beaucoup d'idées de désir, d'intuition, de ah ouais je veux y aller. Et la terre, si vous voulez, à la fois elle est là pour dire hey, stop, calme, donc à la fois pour poser des limites. Vous savez, c'est comme même quand on fait un feu de camp, bon peut-être pas, peut-être que je m'y connais pas assez, mais dans les images, dans les petits dessins animés, dans les illustrations, il y a toujours, vous savez, le petit tas de pierres comme ça à côté. Donc, je ne sais pas si c'est juste pour faire joli ou pas, mais c'est cette idée-là que ça m'évoque, c'est-à-dire pour ceinturer comme ça, pour cintrer, non, pour ceinturer, pas pour cintrer, pour, c'est-à-dire, comme on appelle ça, comme autour d'un château fort, là, on a les murailles, les choses comme ça, pour... Alors, c'est pas tant dans l'idée de protéger intérieur-extérieur, mais là, c'est pour canaliser, vous voyez. C'est pour que, plutôt que ça parte dans tous les sens, on concentre ça et on lui donne une direction et des limites. Et c'est comme si, d'ailleurs, chaque signe de terre, qui fait suite à un signe de feu, était là. Je vous ai dit que les signes de terre, c'est toujours un élément qui est féminin. Hein. Et bien, c'est comme s'ils étaient là pour accueillir à la fois cette énergie, la canaliser, et mettre en place dans la matière, dans le tangible, dans le concret, tout ce que les signes de feu précédents désirent, veulent en fait, ou font face.
Ouais, il y a une idée de pérennité avant que ces constructions, même c'est tout ce que bâtissent les signes de terre, tout ça soit remanié, restructuré, fluidifié par les signes d'air suivants. Et tout ce qui est remanié, fluidifié est nettoyé, karchérisé, balayé par les signes d'eau. Et on recommence avec feu, terre, RO, feu, terre, RO. C'est toujours dans cet ordre-là. Mais bref, on comprend par rapport au Sagittaire, suite au Sagittaire, que le Capricorne, d'une part, il est là pour foutre des limites. Mais ça a une importance. Et bon, ça, au final, on trouve une espèce de continuité entre le Sagittaire et le Capricorne, mais dans l'idée de trouver un but. Hein. Le Capricorne n'agit jamais, jamais sans un but, sans un plan. Il va jamais s'aventurer comme le Sagittaire peut potentiellement le faire, comme ça à l'arrache, à l'aveugle. Vous savez, ça c'est un truc qui n'existe pas dans le vocabulaire du signe du Capricorne. À l'aveugle, au petit bonheur la chance. Non, 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 tout est calculé. Mais dans les deux, sous un visage un peu différent, c'est-à-dire que dans le Sagittaire, ça va être plutôt jupitérien, donc de Jupiter, et chez le Capricorne, on va le retrouver version saturnienne, donc de Saturne, on va retrouver de la sagesse. Mais ça n'est pas la même. Mais il y a une sorte de continuité là-dedans. Mais si vous voulez, comme je vous dis, le Sagittaire s'acharne à comprendre le monde, découvrir l'autre, élargir comme ça ses horizons, à chaque fois à la fois de ce qu'il connaît, mais aussi le but un des buts du Sagittaire, c'est de comprendre, de retranscrire les lois, mais les lois universelles sacrées de la vie, en fait. Si vous voulez savoir ce que je dis, écoutez là. Mais c'est un peu, pour donner un peu des références, des exemples, ce serait un peu comme à la fois, je sais pas moi, des lois de mathématiques, comme ça. Donc c'est des lois pures d'organisation de concepts, de matériaux conceptuels, parce que les chiffres, les nombres, là, au fond, c'est assez conceptuel. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Mais à la fois, sinon, c'est des lois type, je ne sais pas, loi de l'entropie, loi de l'entropie, de la coopérativité, je sais pas, de la gravité, des choses un peu comme ça, ou bien des choses un peu plus spirituelles, parce que c'est lié à la spiritualité, hein, évidemment, le Sagittaire, à la religion, performée comme ça, en rite. Ça va être les lois type, je sais pas, loi du karma, loi de cause à effet, loi de l'abondance, loi de l'attraction, vous voyez, ce genre de loi. Tandis que dans le Capricorne, on est aussi dans les lois, mais complètement d'un autre ordre. Là, on est dans... Alors, si je le dis comme ça, bon, ça peut prêter à confusion, mais bon, bref. Si vous voulez, c'est comme si en Sagittaire, c'était la loi divine, la loi de choses qui existent, de la vie, en fait, tout simplement. Tandis qu'en Sagittaire, en Capricorne, pardon, en Capricorne, c'est la loi des hommes. Vraiment. Mais bref, le Capricorne est là pour mettre en place ces structures à partir notamment des lois, des enseignements qu'aura choisi de véhiculer et qu'aura découverte, travaillé aussi celui de juste avant, donc du Sagittaire. Tandis que par rapport au signe d'après, le Capricorne, le Verseau, qui fait suite au Capricorne, le Verseau, c'est le signe de la réforme, ok, on établit des lois, des structures, un état chez le Capricorne, mais par contre, en Verseau, il va falloir réformer. Parce que, ne serait-ce qu'à un moment donné, les lois deviennent obsolètes, etc. Enfin bon, ça, on verra plus en détail dans le signe du Verseau en lui-même. C'est très, très intéressant, ce signe. Et ce qui est intéressant par rapport à la balance, que je voulais dire tout à l'heure, la balance, c'est le 7e signe, et c'est le premier de la seconde moitié. Donc c'est le premier qui est dans la seconde moitié comme ça du cycle du zodiaque, et c'est le premier donc qui instaure ce nous. Mais comme je vous dis, au départ, c'est pour toi et moi. Donc c'est pour ça que c'est le signe des contrats, des alliances, des relations de n'importe quel ordre là. Bon, surtout amoureuses, parce que c'est ce que beaucoup de gens recherchent.
mais de l'union comme ça. Mais dans la balance, c'est un signe qui est un peu plus associé, par exemple, par rapport aux politiques, et là je vais entrer là-dedans, déjà aux idées de diplomatie, de tact, de paix, de choses comme ça, d'équilibre en balance. Et c'est un signe d'air, c'est un signe qui est masculin d'ailleurs. Et pourtant c'est quelque chose qui est très féminin. C'est marrant dans l'essence comme on le vit aujourd'hui. Tandis que le Capricorne est censé être féminin, et c'est très teinté de masculinité aujourd'hui, ne serait-ce que la politique, les politiciens comme ça. Mais bref, la balance, c'est un signe très important parce que c'est la signature c'est la naissance de ce qui s'appelle la civilisation. Et c'est marrant parce que je pensais à ça quand j'enregistrais tout à l'heure l'autre capsule. C'est que ça me faisait penser en archéologie, vous savez, par exemple, ou en tout cas dans les cours que j'ai eus, là, c'est comme si quand on cherchait des signes de civilisation, après évidemment il y a plusieurs chercheurs, auteurs, etc., à plusieurs écoles, mais en tout cas j'avais l'impression, de ce que j'ai retenu, que quand on cherche des signes, ce sera par exemple d'une civilisation, est-ce qu'il y a de la poterie, est-ce qu'il y a des rites funéraires, etc. Est-ce qu'il y a le langage, on dit que souvent ça c'est la naissance de la civilisation, histoire, préhistoire, donc c'est peut-être encore autre chose, histoire et préhistoire, mais c'est en tout cas la civilisation, l'idée d'un lien à l'autre. Et c'est typiquement ce que représente la balance, mais ça va s'inscrire, ça va s'ancrer, ça va se structurer en Capricorne seulement, entre guillemets, quoi. En tout cas, il y a un écho entre les deux, parce que de toute manière, c'est deux signes qui sont cardinaux. Donc voilà, donc c'est-à-dire qui démarrent une saison. Mais donc, par rapport à tout ce qui est d'ordre collectif, ou par rapport au groupe, je vous ai dit, donc par rapport à cette saison de l'hiver, le Capricorne, c'est le signe qui établit les lois, les règles, les structures. Je vous ai dit, c'est la loi des hommes. Et encore une fois, c'est pas du tout une remarque que je vais approfondir, mais je sais pas, je trouve ça étrange quand même que c'est censé être un principe féminin, ce principe de terre, d'encercler, d'offrir un cadre comme ça pour que l'air et le feu puissent se structurer, parce que sinon ils n'ont pas de forme en fait en tant que tel, l'air et le feu. Donc c'est parce qu'ils rencontrent un obstacle, donc la matière, que ce soit la matière d'ordre terre ou eau, là, que les éléments feu et air peuvent avoir l'apparence d'une forme, mais c'est marrant parce que dans la réalité, en tout cas, c'est en tout cas la sphère politique, c'est une sphère qui a été teintée par l'énergie des hommes mâles, quoi, la masculinité. Alors que c'est intéressant, et j'ai juste le lancer comme ça, mais on est dans l'axe Cancer-Capricorne, et je vous ai dit tout à l'heure, chez le Cancer, parmi les archétypes, on a l'enfant, mais on a surtout, parce que c'est un signe qui est associé à la lune, c'est un signe qui est associé à la figure archétypale de la mère. La mère qui prend soin d'eux, la mère qui nourrit, la mère qui rassure, comme ça, qui protège. Mais avec beaucoup d'affection, de tendresse, vous voyez. Et le Capricorne, souvent, alors je sais pas si c'est souvent ou si je m'embrouille dans mes souvenirs là, mais la plupart du temps, si c'est pas l'axe père-mère, quoi. Mais parce qu'en tout cas, il y a vraiment plusieurs choses. Et justement, je pense que quand j'aurai fini les 12 signes, je parlerai des 6 axes comme ça. Donc, c'est-à-dire d'un signe et son face-à-face, son vis-à-vis. Comme ça, je parlerai plus en détail là. Mais notamment, on a dans cet axe Cancer-Capricorne, Cancer, ce sera plus le foyer, la maison, le couple marital qui donne des enfants, etc. Et en Capricorne, c'est beaucoup plus l'idée de moi dans la société, donc moi au travail, moi dans la vie publique. Bon, c'est un peu plus maison 10 que Capricorne d'ailleurs, tout ça. Mais j'ai l'impression que dans cet axe, il y a une idée de quelle est ma place, vous voyez, ma place au sein de mon foyer, mon couple, comme ça, en Cancer, et à la fois ma place sociale, ma place dans le collectif, dans le Capricorne. Et pour revenir à cette idée de mère, de père, et justement,
en rapport avec cette idée de loi, de règles, de structure, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que aujourd'hui, pas mal de gens mainstream disent que c'est rattaché au père, etc. Surtout le retour de Saturne, par exemple, on dit, ok, ça devrait vous faire penser un peu comme au Soleil, au principe masculin et au principe du père, comme ça. Et au final, je lisais le bouquin sur Saturne de Lise Green, et c'est super intéressant, même sur chacun des signes. Et elle proposait, parce elle est astrologue aussi, mais de base, de formation, et je pense qu'elle avait aussi exercé, donc praticienne, elle était psychologue, et elle s'était spécialisée, en tout cas, elle aimait beaucoup tout ce qui est les théories de Jung, donc en psychanalyse, là. Mais bref, donc elle associe beaucoup les signes, les maisons, etc., les significations astrologiques avec des principes psychologiques et archétypaux. Mais bref, et elle rapprochait Saturne, ou en tout cas le Capricorne, enfin plus Saturne, parce qu'on était en Saturne, et j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, pas tant de l'idée du père, mais de l'idée de la mère. Et en fait, pourquoi ? Parce que si on y réfléchit bien, en fait, la plupart du temps, peut-être dans nos sociétés, évidemment pas dans toutes les familles ou quoi, mais au fond, c'est la mère qui s'occupe dans la majorité des sociétés, d'élever les enfants. Et élever les enfants, c'est plusieurs choses évidemment, mais c'est en tout cas les aider, les protéger, les accompagner dans leur passage de bébé, enfance, adolescence, jusqu'à la vie d'adulte. Et évidemment, il y a plusieurs rôles, plusieurs objectifs là-dedans, mais par rapport à ce qui nous intéresse, par rapport aux règles, c'est plus la mère que le père, dans beaucoup de sociétés, qui va éduquer les enfants. Mais éduquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va inculquer, apprendre ce qu'on appelle les bonnes manières, les règles de conduite, vous voyez, ce genre de choses. On s'assoit à table, mets pas tes coudes, on mange la bouche fermée, des trucs comme ça. Lave-toi les dents le matin. Là, lève-toi. Comme il fait froid, mets un pull. Vous voyez, ce genre de choses comme ça. Pour que, justement, l'enfant, et donc le futur adulte, l'adulte en devenir, si vous voulez ça comme ça, c'est la mère qui lui donne des limites, à la fois une protection et des limites. Parce que quand on manque de ça, en fait, c'est terrible un manque de limites comme ça. C'est, je ne sais pas, presque autant ou pire que d'avoir trop de limites que pas de limites, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est à doser et qui est nécessaire à avoir. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle l'approche, elle l'assimile à l'idée de la mère. Et ça, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode, il me semble, sur les fêtes de fin d'année, quand je parlais justement de l'axe cancer-capricorne, que plus que ça, certains y voient aussi dans Saturne ou Capricorne la figure du doyen, de la doyenne, mais de la... Comment on appelle ça ? Parce que j'ai pas mes notes là. De matriarche ou patriarche. Vous savez, la personne ancienne. Vous savez, quand on dit l'ancien ou l'ancienne comme ça. Pourquoi ? Parce qu'elle est garante de plusieurs choses, de l'ordre. Donc, en apparence, c'est la personne qui est garante par exemple, des traditions, des valeurs, de rites, de choses comme ça qui perdurent. Vous savez, des choses un peu, comme on dit, millénaires, qui viennent des ancêtres, etc. Et il y a justement des cultures un peu moins dites modernes, avec plein de gadgets et tout, un peu plus rattachées à la terre, où justement il y a souvent cette figure-là, et c'est souvent une femme. Bon, souvent, je ne sais pas pourquoi je pense aux cultures amérindiennes ou des choses comme ça, où ce sont les femmes, par exemple, qui gardent ces valeurs, ces traditions, mais encore une fois, comme je vous dis, en fait, ça c'est une apparence, mais je pense que dans le fond, l'utilité réelle pour la société, pour le groupe, c'est de garder l'ordre, en fait. C'est de maintenir l'ordre, la limitation, la structure, comme ça. Et
je trouvais ça très intéressant aussi parce que je lisais un des Gene Keys, donc encore. Il y en a beaucoup qui m'intéressent par rapport au Capricorne, mais notamment le 60 qui fait notamment la différence entre limitation et structure. Donc c'est peut-être une mauvaise traduction de ma part parce que c'est qu'en anglais. Mais en gros, la personne explique, si vous voulez, je ne sais pas si c'est dans le livre ou c'est juste moi qui l'ai compris comme ça, mais je vais vous faire cette analogie en tout cas pour vous l'expliquer. Prenons le corps humain. Si dans le corps humain, on n'avait pas la peau pour nous, déjà pour nous donner forme et pour nous protéger et à la fois laisser traverser comme ça l'intérieur et l'extérieur, si on n'avait pas le squelette, si on n'avait pas même au sein de, je sais pas, dans nos organes des poches, mince, ne serait-ce que les veines, les artères, etc., eh bien, rien ne serait rangé en fait. Tout serait dans le désordre, ne serait-ce que, même si on manquait, je ne sais pas, des os, mais on serait juste un gros tas flasque comme ça, vide, mou, inerte, enfin vraiment un truc nul quoi. Et vous voyez, c'est pareil, si on n'avait pas de peau, mais alors on serait une grosse, on serait même pas une flaque, on serait rien du tout en fait, si on n'avait pas cette peau. Donc on a vraiment besoin de limites et de structures. Par contre, la différence, là où la subtilité se joue, c'est que si on avait notre squelette mais des tendons ultra rigides, voire pas de tendons du tout, ou en fait c'est quand, si vous voulez, la structure devient sclérosée comme ça, plus rien ne bouge, la rigidification est maximale comme ça, là ça devient ce qui est négativement dit dans le terme de limitation, lui en tout cas comment il l'appelle, Richard Rudd là. Mais plus loin que ça en fait, plus profondément, outre l'idée que comment dire, une structure doit garder de la souplesse et de la flexibilité, en fait plus que ça, lui ce qu'il indique en tout cas dans ce Gene Key, et puis après j'arrête avec Sam, mais c'est qu'une structure en fait, comment l'expliquer, il ne faut pas confondre, et ça c'est ce que j'ai dit par-ci par-là, la forme avec le principe en fait. Par exemple, si par principe la peau sert ou les vêtements, voilà, mettons ça, si par principe les vêtements servent à la fois protéger et à réchauffer et à agir sur une caractéristique principale, si c'est par exemple si pour protéger du soleil, pour protéger du vent, pour protéger de la pluie, etc. Donc il y a une fonction, et ils ont une forme, etc. Et une nature de matériaux. Il ne faut pas confondre la tronche, la forme qu'a fini par avoir ce vêtement avec comment dire, c'est pas parce qu'on a fait des anoraks bleus par exemple contre la pluie que si quelqu'un un jour veut faire un anorak rouge ou une autre forme qu'il appellera, je sais pas, c'est quoi les autres trucs là, mais bref, un autre vêtement qui aussi protège de la pluie, c'est comme si tout le monde disait non, 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 on a toujours fait des anoraks en plus qui sont bleus, alors tout le reste en fait ne protège pas contre la pluie. Vous voyez un peu l'idée, c'est de confondre l'apparence de quelque chose et son principe. Et c'est ça le réel problème de la limitation. C'est quand la structure, la loi, l'ordre n'a plus de sens en fait. C'est qu'on le garde juste parce qu'on a toujours fait ça, par principe. Et vous savez, ça peut devenir... alors c'est pas la tyrannie le mot que je cherche, mais de l'inflexibilité. Enfin, j'essaie de trouver quelque chose en rapport avec la politique là. Mais si vous voulez, enfin bref, c'est vraiment cette idée que enfin, l'État comme ça se rigidifie, se sclérose comme ça. Mais c'est comme être un mort-vivant en fait, c'est comme être un dinosaure en fait. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé très très intéressant quand j'ai fait un peu mes recherches sur le signe du Capricorne, c'est que de toute manière, même les États, même les gouvernements, même les super entreprises, des trucs comme ça, même si elles peuvent durer sur des décennies, pour certaines, si ça a été bien fait pour des siècles, elles sont toutes vouées, ce type d'entreprise, à mourir. Donc,
si on est chanceux, si on est suffisamment souple et flexible, le Verseau va faire le travail de réforme pour réajuster comme ça la mégastructure. Sinon, en Poisson, paf, il va falloir tout détruire, quoi. Donc c'est peut-être un peu plus Pluton. Je me demande ce que ça va donner un Pluton en Poisson là, dans quelques années, mais on n'y est pas encore. Déjà Pluton en Verseau, ça va être funky. La dernière fois que c'était là-bas, c'était la Révolution française, donc on va bien voir. Bref, oh là là, déjà 45 minutes. Bon, j'essaye d'accélérer. Je vais revenir à un niveau plus individuel et à certaines considérations psychologiques. Donc, je les cite un peu là, comme ça, là. On peut trouver dans les clichés, en tout cas ce qu'on retrouve souvent typiquement quand on décrit quelqu'un qui a le signe fort du Capricorne, je vous donne comme ça, on peut trouver une méfiance, une froideur, une distance comme ça. Et c'est très intéressant aussi parce que je trouve que, en tout cas, les quelques amis Capricorne, mais Soleil Capricorne, hommes ou femmes que j'ai eus, c'est marrant parce que je les trouvais très doux, très vraiment doux. Comment dire, calme, je sais pas, un peu posé comme ça. Ça va pas du tout être comme des signes de feu. Moi je. Il y a quelque chose de l'ordre. C'est pas du sérieux ou quoi, mais je sais pas comment vous le dire, mais en tout cas, pour revenir à ce qui est souvent décrit par rapport au Capricorne, il y a beaucoup de pudeur émotionnelle en fait. C'est la pudeur, ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve que j'ai retrouvé à chaque fois dans mes amis Capricorne. Et d'ailleurs, à chaque fois, je n'aurais pas dit qu'ils étaient Capricorne. Parce que moi, je pensais que Capricorne, c'était le côté greedy. Je sais jamais comment on le dit en français. La personne qui est obsédée par le fric, comme ça, par le succès, la réussite, l'enrichissement matériel. Ce serait peut-être un peu plus taureau, finalement. Mais en tout cas, on est opposé au cancer. Le cancer, c'est la personne, je vous ai dit, l'émotionnalité. On commence à entrer dans le règne des émotions. Et c'est marrant parce que le Capricorne, une des figures au niveau des animaux, là, et ben c'est la chèvre à moitié poisson. Mais c'est la queue de poisson. Et en fait, souvent, c'est dit que c'est parce que c'est un animal, un cygne, qui est ça n'existe pas, hein, ce moitié chèvre, moitié poisson. Mais en tout cas, c'est un signe qui est profondément sensible, émotionnel, pas empathique, c'est encore autre chose, mais qui veut à tout prix rester dans la tête, donc la partie haute, dans le domaine du rationnel, du maîtrisé, comme ça, et donc qui va souvent, bon, dépendamment du signe de la Lune et beaucoup d'autres placements de Neptune, tout ça, se couper ou nier, occulter comme ça sa partie émotionnelle pour justement ne pas que ça vienne embrumer son esprit. Vous savez, toutes les décisions qui sont d'ordre émotionnel ou à partir de réactions émotionnelles, en général, c'est pas trop des bonnes solutions aux réactions, décisions. Donc, bref, en tout cas, il peut y avoir cette espèce de froideur et ça peut être interprété comme certaines personnes par de l'arrogance, du mépris, mais je trouve que pas du tout. Moi, je trouve que c'est des personnes qui sont très humbles, pas trop fières, mais c'est pas dit négativement, dit positivement, c'est juste que il n'y a pas cette fierté, par exemple, des signes de feu ou de la mise en avant, mais peut-être que c'est juste avec les personnes que j'ai connues, quoi. Mais bref, autre chose qu'on retrouve, c'est qu'il y a une force, et ça interviendra à la toute fin, retenez ça, là, ce côté impersonnel, voire dépersonnalisant, qui est à la fois le travers et le don de ce signe du Capricorne. Autre chose, moi, que je retrouve dans les amis Capricorne, ou même à chaque fois que je m'intéresse à ce signe, c'est la notion de fiabilité et d'autorité. C'est-à-dire que c'est un signe, pardon, sur lequel, a priori, on peut compter. Donc on a tous cette partie en nous, je vous ai dit, soit à la maison, soit dans notre communication, soit dans le travail, soit dans peu importe, là, dans nos 12 maisons, là. Mais c'est la personne
pour ce domaine-là, vous dites, ah oui, va voir lui ou va voir elle, c'est pas français là, mais va voir cette personne parce que tu peux compter sur elle. Vous voyez, il y a à la fois de l'autorité, à la fois de la fiabilité. Il y a de l'intégrité, il y a de l'honnêteté, et c'est pour ça que ça peut paraître froid. Pour certaines personnes, ça peut être même de l'intransigeance, parce qu'en fait, c'est une exigence telle que pour la personne, hein, en premier d'ailleurs, ensuite pour les autres, il y a un niveau d'attente qui est immense. Donc c'est pour ça que je disais, je crois tout à l'heure, on peut tomber sur des gens en burn-out comme ça. Mais bref, je vous disais aussi tout à l'heure que ça va être tout ce qui est de l'ordre de la rationalité, etc. Parce que c'est un signe de terre. Donc ça peut tourner à la fois dans le scepticisme, hein, des choses comme ça. Des gens qui sont à fond dans l'analyse, dans la vérification. On n'est pas opposé au Sagittaire qui va juste, sur base de sa bonne foi et de son intuition, dire oui, la vérité c'est comme ça, quoi, parce que je le sens bien. Ah non, ça ne passera jamais, ça, mais jamais l'épreuve du Capricorne, quoi, parce que lui il est focalisé sur les faits, sur les règles, d'où en fait le scepticisme qui peut être bon ou mauvais, mais par exemple en science, en fait, moi ça me fait penser, mais encore une fois c'est une question de dosage. C'est par exemple en science tout le côté structure. C'est pour ça qu'on apprend par exemple, même à l'université, dans les écoles, enfin dans les universités, moi je fais que les universités, à faire un plan, à structurer, à organiser sa pensée. Par exemple, ça serait très un Mercure en Capricorne, voilà, pour les universités. C'est non, on ne dit pas les idées en vrac comme ça, on fait grand 1, petit a, et puis après 3 paragraphes, et après chaque pays a sa propre méthode, son propre style, j'ai envie de dire. Mais ça, par exemple, ça c'est très capricornien. C'est à la limite, on préfère la structure à ce qui est dit dedans. Ça, j'ai vu beaucoup de profs un peu comme ça, mais ou de travaux universitaires, ou je sais pas, quand vous faites un mémoire, ne serait-ce que ça, hein, la thèse, c'est encore autre chose, mais on vous force à faire au moins 3 parties et 3 sous-parties, des choses comme ça. Vous savez, c'est on veut au moins ce cadre. Et d'ailleurs, moi, ça a été souvent une astuce, hein, si vous êtes à l'université, des fois où j'avais pas du tout le temps, parce que moi j'ai fait 2 licences à la fois, donc j'avais pas le temps de tout préparer mes oraux, etc. J'en avais tout le temps. Parfois, je privilégiais une belle structure. Je faisais mes transitions, etc. Vraiment bien, je savais les idées. Mais alors, si vous voulez, en termes de quantité d'informations, parfois il y avait vraiment pas grand-chose. Mais c'est très valorisé en tout cas. Et en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai une pensée qui part dans tous les sens. Et c'est... Au final, je suis contente d'avoir appris ça. Mais bref. Mais si vous voulez, pour finir sur ce truc de l'université, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de la méthodologie. Ok, vous avez découvert tel résultat, mais quelle méthodologie vous avez utilisée? Et justement, on veut pouvoir refaire cette expérience pour retrouver en tout cas le même résultat et le valider ou l'invalider. Vous voyez, ce genre de choses, au final, tout ça, c'est très capricornien. Que ce soit le Capricorne ou le Scorpion, oh là là, mon Dieu, il va faire combien cet épisode? Je trouve que ce sont 2 signes où on retrouve à la fois forcément une idée de pouvoir et surtout une idée de contrôle. Mais le contrôle, c'est presque la chose négative. Moi, quand c'est au maximum de son art, on parle pour moi de maîtrise. Mais le but, c'est de se maîtriser soi-même avant tout, plutôt que de maîtriser l'autre, parce que bon, ça serait un peu plus scorpion. Mais l'idée, en fait, c'est de maîtriser son monde intérieur. Et c'est pour ça qu'en tout cas, en Capricorne, qui est un signe de terre, il y a un besoin comme ça de certitude. Je veux être sûr et certain de ce qui est dit, de ce principe, de cette idée, parce que moi, je vais bâtir dessus. La terre, c'est des signes de bâtisseurs. Et là, c'est le bâtisseur de structure, même de suprastructure, notamment étatique. En plus de ça, plusieurs choses. On retrouve dans l'idée des 3 derniers signes, donc Capricorne, Verseau, Poisson, une idée très forte qui est une idée de service à la communauté. Il y a vraiment, vraiment un besoin chez ces 3 signes, mais donc en tout cas, je vais me cantonner au Capricorne, de servir la communauté, ou en tout cas
juste de se sentir utile, et surtout au groupe. Donc, par exemple, pour des gens qui ont très fortement ces énergies-là, surtout si ça affecte, je sais pas, des maisons de 10 de travail ou des choses comme ça, l'idée de chômage ou d'inactivité, ça va être très mal vécu au niveau de l'estime de soi-même. Vous voyez, de ouais, je sers à rien, c'est comme si j'existais pour ça en fait. Et ça, c'est pour moi très propre aux 3 signes. Plus bonus, le signe de la Vierge, qui est le signe du service aussi. Mais bref, et dernière chose parmi les considérations psychologiques individuelles, là, en plus de cette notion de service, et surtout parce que je vous ai dit tout à l'heure, le Capricorne fonctionne toujours avec un objectif et il marche sur les failles dans l'idée de service, on retrouve des idées de patience, d'économie et de prudence. Ce sont des signes, c'est un signe, pardon, le signe du Capricorne, qui va être très prudent. Je vous dis, qui ne va pas s'engager à la va-vite ou comme ça, à l'aveugle, au pif. Non, ça, c'est à proscrire de but en blanc, j'ai envie de dire. Et cette idée d'économie, c'est que déjà, on se lance dans un projet que si il est viable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera étudié, s'il en vaut la peine, en tout cas. Et on ne se lance que si on a les moyens. Et l'économie, en fait, c'est un peu plusieurs choses. Déjà, c'est un signe qui va bâtir ses objectifs, ses projets dans le temps. Et le temps, chez lui, contrairement au signe de, je sais pas, d'air, il va jouer en sa faveur. Parce que c'est un signe de terre en plus. Même si c'est un signe cardinal. Hein. Et là, c'est un peu l'ambivalence du signe, parce que c'est un signe et cardinal et de terre. Donc l'aspect cardinal veut démarrer, faire quelque chose. Mais la terre dit, calme, on a le temps, on va démarrer, c'est sûr et certain. Mais on va démarrer quelque chose qui va être grand. Mais c'est-à-dire qu'il va nécessiter du temps. Et l'économie, la parcimonie, c'est plusieurs choses en fait. J'ai bien aimé l'image de Luc Biget qui parle par exemple du cactus dans le désert. Il dit qu'en fait, un cactus ou les cactés comme ça, ou les autres plantes de ce type de famille, comme les ressources en eau, en minéraux, tout ça sont rares, et ben la plante ne va pas faire comme s'il y avait des litres et des litres tous les 2 jours, quoi, comme dans une forêt tropicale. Donc elle va garder son eau, et plus que ça, elle va en faire des réserves. Parce que on ne sait jamais, ça se trouve, la sécheresse peut durer plus longtemps que d'habitude, et on a besoin de survivre là-dedans. Donc il y a une idée comme ça de survivre à des conditions extrêmes. Bon, c'est pas MacGyver là non plus, là, l'archétype dans le Capricorne, mais c'est l'idée plutôt de save. Comment on appelle ça là à la banque, les livrets A, les choses comme ça, enfin les comptes d'épargne comme ça, où on garde de l'argent. Alors, il peut y avoir comme au moins deux objectifs là. Oui, on garde de l'argent parce que, je sais pas, dans 10 ans, on veut acheter sa maison et devenir propriétaire ou quoi, ou investir dans n'importe quel truc. Et où on garde de l'argent parce que il y a une certaine lucidité. Ça aussi, c'est vraiment très Capricorne. Un réalisme, une lucidité sur le fait que, oui, je peux me dire que je maîtrise le maximum de facteurs comme ça, je peux comprendre comment fonctionne mon environnement et ne rien faire au hasard, mais prévoir mes coûts. Par contre, je sais pertinemment que la vie n'est pas une suite parfaite comme ça, et il peut toujours y avoir un truc qui arrive, un accident, un imprévu, un événement lambda qui était impossible à prévoir. Et donc elle sert à ça, cette idée de réserve d'économie, vous savez. Et ça fait partie de l'énergie Capricorne aussi. Parce qu'on est aussi dans l'axe cancer Capricorne de la sécurité. Et en plus, de toute manière, c'est un signe de terre. Et les signes de terre ont besoin, et ils créent en fait cette sécurité. Par rapport à l'état, à la structure, en fait, ça sert à 2 choses. C'est un peu comme apprendre les règles en société, comme la mère nous apprend quand c'est non, quoi, par exemple. C'est apprendre le non, ce serait capricornien, plus qu'apprendre le oui. Mais, et encore une fois, c'est assez bateau et je pense réducteur. C'est dommage, en fait, de dire ça.
dire que c'est juste le nom, le Capricorne, parce que ça donne une espèce d'image de froid que je trouve qui est, encore une fois, réductrice. Mais bref, les, la politique, les règles, les structures, les lois comme ça, dans une collectivité, ça sert à plusieurs choses. Je vous ai dit à structurer, à canaliser, à donner une forme à, symboliquement si on prend la terre par rapport au feu ou à l'air, donner une forme, ceinturer comme ça, canaliser, comme canaliser l'eau. Mais en plus de ça, bon, le but c'est pas de faire une dissertation sur qu'est-ce que l'État, la politique, etc. Mais à la fois ça protège les gens parce que en fait plus que l'État et le gouvernement, le Capricorne, moi j'ai beaucoup aimé cette idée, c'est que c'est l'empire. Et j'y reviendrai un petit peu plus loin là. Et l'empire c'est quoi? L'empire c'est une superstructure gouvernementale qui chapeaute, qui réunit artificiellement plusieurs plusieurs villages, plusieurs nations parfois, et ça a été tout le grand débat du XVIIIe siècle, comme ça, du XIXe siècle, pardon, déjà on passe de la monarchie, en tout cas en Europe, on passe des monarchies aux républiques, et en plus de ça, c'est toute la question de l'État-nation, de la souveraineté, etc., qui pose problème, mais bref, je ne rentre pas là-dedans. Mais d'un côté, la loi, la structure offre une protection. Bon, si on ne parle pas d'un empire, mais même d'un État, c'est censé offrir ça, à dire que oui, suivez mes règles, mais en retour, je suis censé vous apporter une contrepartie, quoi. La sécurité à tous ces niveaux. La sécurité de, je sais pas, pour la sécurité avec la police, la sécurité de, peu importe là. Mais en plus, ces lois, ces règles sont censées dire que peu importe où vous vous trouvez sous mon autorité, je vous ai parlé tout à l'heure du mot-clé l'autorité, tout le monde va être jugé avec ces principes-là. Donc ça va être le code civil, le code pénal, le code administratif, et ça va être bon, en cas de telle situation, tel litige, ça va être, ok, vous passez au tribunal des prud'hommes, vous passez au tribunal de grande instance, vous passez... je sais pas moi, les types de tribunaux comme ça. Mais oui, c'est ça. Et c'est aussi l'idée des hiérarchies comme ça. Ça aussi, c'est très, très capricornien, quoi. Tout a une règle, une structure. Peu importe de savoir si c'est bon ou mauvais, le but, c'est, comme je vous disais tout à l'heure dans l'idée du patriarche, de la matriarche, c'est de maintenir l'ordre. Je reviens avant sur ces idées par rapport à l'individu, pour revenir après au collectif. J'essaye de faire vite. Mais le Capricorne, mais je pense surtout la maison 10, ça va être symbole de la réalisation personnelle, l'accomplissement personnel, ou autrement dit, la réalisation de soi. Donc c'est pour ça que c'est un peu l'idée du PDG, etc. Mais en fait, c'est juste un archétype. C'est pour dire que moi, je bâtis une idée qui va déjà durer dans les années et qui va grandir, grandir et grandir. Souvent, on prend l'image pour expliquer le Capricorne, de la montagne et la chèvre, chef des montagnes, bouquetin, je sais pas quel est le nom exact de cet animal-là. Mais en tout cas, la montagne qui se gravit, et cet animal, donc la chèvre, le bouquetin, le truc là, à cornes, monte, gravit patiemment. Pas en 2 jours, c'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais un marathon sur des années, voire sur toute la vie. Mais bon, je pense qu'en général, les objectifs Capricorne sont atteints bien avant la fin de la vie. Mais parce que de toute manière, c'est même plus la réalisation même en tant que telle qui est cherchée, c'est le fait de s'accomplir à travers une réalisation. Donc ça n'a pas besoin de... Et puis je pense que de toute manière, les objectifs sont toujours revus. Ok, va plus grand, plus grand, plus grand. Comme un peu ce que je racontais dans l'épisode de premier épisode pour l'année 2022. Mais d'une manière un peu négative, ça peut être l'ambition dévorante, la cupidité. Est-ce que c'est comme ça qu'on traduit enfin greedy? La cupidité, là, le truc, je disais, quand on kiffe le fric là, et le pouvoir, les choses comme ça peut être malheureusement aussi
capricornien, mais je pense que ça, c'est quand on perd sa vision et que... J'ai trouvé ça très intéressant. Une astrologue parlait par rapport à la liberté et il y avait le terme en anglais de selfishness, donc égoïsme. Et elle me disait que, en fait, il y avait comme... Elle disait qu'il y avait comme deux égoïsmes. Et qu'en fait, par exemple, tous ces gens qu'on voit qui accumulent des fortunes, des machins, et au final, c'est assez impersonnel, hein, parce que, comme tout le monde là. Et bien en fait, elle disait que ça, en fait, c'est comme si c'était un faux égoïsme. Et mais c'est une anglophone, c'est Tan, T-A-N, de Tan Astrologie. J'aime beaucoup en anglais. Je pense que c'est parmi les 3 que je citerai pour l'astrologie, mais je ferai peut-être ça un autre jour. Enfin bref, c'est Tan Astrologie, ou moi j'aime beaucoup écouter aussi Molly McCord, ou Sky, Exoteric Sky, je sais pas comment il... Bon, bref, je trouve que c'est 3 chaînes en anglais qui sont superbes sur l'astro. Mais bref, et pour finir sur ce truc de la selfishness, là, de l'égoïsme, et disait qu'en gros, le vrai égoïsme, c'est... Oui, ok, on peut avoir de l'argent, on peut cumuler ou en tout cas atteindre une position de pouvoir, etc. Mais le vrai égoïsme, c'est que, par exemple, si on veut, c'est trouver le temps de développer telle activité juste parce que nous, on aime ça. Peut-être que ça paraît bizarre aux yeux des autres et que ça se fait pas pour quelqu'un qui a cette stature, ce statut, ce pouvoir, etc. Mais moi, en fait, c'est vraiment ce que moi je veux. Et ça, c'est de l'égoïsme. Et après, ce que je trouve dans les Jinkies qui sont associés au Capricorne, c'est que il y a toujours un moment où, même quand on pense se servir soi, en fait, la dimension de service à la communauté va toujours venir d'une manière ou d'une autre qui est pas forcément la manière où on s'y attendrait. Mais je veux pas entrer plus dans les détails. Sinon, dans d'autres choses qu'on peut retrouver par rapport individuellement ou dans l'idée du Capricorne, moi je trouve que c'est beaucoup l'idée des responsabilités. Évidemment, c'est l'idée de la discipline, de la détermination, hein, comme la chèvre, je vous dis, qui va gravir les falaises, les montagnes, les sommets. C'est aussi l'intégrité, complètement l'intégrité. Le Capricorne, c'est l'éthique personnelle et l'éthique collective, si on va du côté personnel ou collectif, là. Mais c'est-à-dire que quelles sont les valeurs comme ça. Et elle vient de là tout à l'heure, ce que je disais, la possible, en tout cas, intransigeance. C'est-à-dire que quand je dis non, moi, c'est non. J'avais une amie, je sais pas si elle était ascendant Capricorne ou quoi, mais je l'adorais, je l'admirais, et des fois elle me faisait peur parce que on était au collège et tout, au lycée, et quand quelqu'un venait la voir et que la personne, elle en tout cas, elle les jugeait bêtes ou inintéressants, mais alors elle n'était pas méprisante parce que moi je la connaissais bien, mais alors elle se gênait pas pour dire à la personne, mais ou en tout cas lui faire comprendre, mais très directement que en gros ça l'intéressait pas du tout de parler avec cette personne parce qu'elle lui faisait perdre son temps, quoi, parce que c'était pas intéressant, c'était futile. Et pour moi ce truc là fait assez Capricorne. Je ne sais pas si c'est ça, mais, mais bref, il y a beaucoup de maturité aussi. Je parle pas par rapport à cet exemple là en particulier, ça c'est quelque chose qui est très très associé avec le Capricorne, que ce soit surtout les soleils, donc ceux qui disent je suis Capricorne, ou ceux qui sont ascendants Capricorne. Il y a une idée, ou si vous avez Saturne qui fait une liaison avec votre ascendant surtout, ou votre soleil, on va dire de cette personne, surtout quand elle est enfant, il ou elle, on dirait un vieux, quoi, on dirait une vieille. Pas forcément physiquement, mais vraiment parce que on dirait que, justement, on dirait pas un enfant. Pourquoi cet enfant n'est pas spontané? Pourquoi il n'est pas en train de rire? Pourquoi? Non, il a l'air très sérieux. Ça peut être la signature, le signe d'une énergie très mature, entre guillemets, très Capricorne. Et c'est un peu comme, comment s'appelle ce film, là, Benjamin Button, là. En tout cas, psychologiquement, c'est comme si, un peu comme lui, ils naissaient vieux dans leur tête et qui, au fur et à mesure de leur vie, vont jeunir, pas rajeunir. C'est comme s'ils n'avaient jamais été jeunes. Ça, c'est Luc Biget qui dit ça, jeunir. Avec des guillemets, hein. Parce que c'est comme si on passait de... Et ça, c'est un autre jinky, j'ai beaucoup aimé par rapport à la maturité et à l'immaturité. En fait, l'immaturité, ce n'est pas du tout
l'inverse du sérieux ou de l'ascétisme. Ascétisme aussi, on peut retrouver chez le Capricorne, et d'ailleurs, un des autres figures archétypales du Capricorne, c'est l'ermite, pour plusieurs raisons, et je pense que j'aurais pas du tout le temps d'en parler là, mais l'ermite. Mais l'immaturité dans un Jinki, là, en fait, je trouve ça intéressant, c'est quand on arrête d'apprendre. Parce qu'en fait, on perd, en tout cas ce qu'il explique, notre responsabilité envers la vie elle-même. Parce que la vie est changement, la vie est différents challenges, etc. Donc c'est comme on dit quand on parle de l'école de la vie, on ne cesse jamais d'apprendre, etc. Quand on s'arrête d'apprendre, quand on devient sclérosé, soi-disant sérieux, ascétique comme ça, rigide, mais d'une sécheresse incroyable, ça, lui, c'est ce qu'il appelle l'immaturité. Et la maturité, c'est un peu comme... bon, peut-être que je ne sais pas lui ce qu'il disait, mais vous savez, c'est comme quand on dit de danser avec la vie, etc. Quand tout est un peu plus fluide, quand on sait réagir comme ça. Donc c'est la flexibilité. De toute façon, tout est affaire de dosage. Et pour finir sur cette affaire de responsabilité, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous partager une anecdote d'une série que je regardais. Dans la série, en gros, ça se passe dans une boîte une grande marque de mode comme ça, hein. Et en Corée. Oui, je ne regarde presque plus que des séries coréennes. Et bref, et donc c'est dans l'équipe de design, et donc il y a la chef d'équipe que moi je trouve extrêmement capricornienne. Et il se passe cette chose, c'est que évidemment il y a beaucoup de concurrence à chaque saison qui sort, il faut sortir une nouvelle collection. Et bref, au bout d'un moment, il y a une des filles de l'équipe qui trahit l'équipe et en gros qui va vendre les dessins, les plans comme ça à la partie adverse comme ça. Et bref, eux, ils sortent le modèle avant eux. Et bon, évidemment, elle l'a caché et ça finit par se découvrir que c'est elle qui l'a fait. Et là, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et pour moi, en tout cas, impressionnant. Parce que je pense que j'en aurais pas été du tout capable d'un côté comme de l'autre. Alors la fille qui a trahi, elle s'est mise évidemment à pleurer parce que ça faisait beaucoup de stress, beaucoup de pression sur ses épaules. Là, vous savez, quand vous portez un secret comme ça, parce qu'elle n'a pas démissionné, elle est restée dans l'équipe là. Mais bref. Donc elle se fait prendre et donc devant tout le monde comme ça, elle se met à pleurer, à dire ok, elle écrit une lettre de démission, elle dit je démissionne quoi. Et là, j'ai trouvé ça assez fascinant parce qu'en fait, la chef d'équipe, que encore une fois, je trouve très, très capricorne, au lieu d'accepter et de lui dire dégage, casse-toi là, elle lui dit non, 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 non. Déjà, elle reste hyper sérieuse, hyper pas impassible, mais maîtrisée. Et ça, c'est des énergies plus raffinées, évoluées capricorne, ça. C'est quand on garde son calme comme ça, la maîtrise de soi. Justement, quand on ne se laisse pas dépasser par ses émotions. Et plutôt que de lui dire dégage et de s'énerver, elle dit non. T'as fait une erreur, c'est clair. Je le vois et je vais pas te... Enfin, comment dire, je vais pas juste... Je sais plus comment elle dit ça, mais en gros, c'est pas juste je vais te pardonner, etc. et passer l'éponge. Non. T'as fait une erreur, mais plutôt que d'exiger ton renvoi ou d'expulser comme ça le soi-disant problème, elle va lui exiger que tu restes dans l'équipe, mais c'est toi qui règles le problème. Mais avec nous. Donc tu restes là. Je sais pas si vous voyez un peu la puissance de cette réaction. Et moi, je trouve ça rare, en fait. Vraiment. Ce genre de maîtrise, de contrôle, d'autorité. Ça, pour moi, c'est de la pure autorité, ça. C'est-à-dire qu'on n'occulte pas un problème, on n'efface pas, on ne fuit pas, en fait, ce qui serait très, très cancer, ça. C'est le cancer qui se rentre dans son trou, là, et qui claque des pinces un peu n'importe comment, à la volée. Non, 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 en mode Capricorne, la responsabilité, l'apprentissage de la responsabilité, c'est quand on fait une faute, et on s'y confronte. Déjà, dans la responsabilité, et je pense réellement, sincèrement que c'est très rare, même moi, je pense que je n'en serais pas capable à ce niveau-là, déjà, c'est de s'excuser. Mais simplement et sincèrement, juste de dire, ok, reconnaître ses torts, j'ai tort, j'ai merdé, c'est moi qui ai fait ci, que ça.
Par contre, c'est pas du tout la victimisation. Ah, c'est moi, c'est vrai. Et non, 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 ça c'est du pourri, du bullshit là. Ça c'est dégage, on n'en veut pas. Non, non, la vraie responsabilité, c'est ok, moi j'ai fait cette erreur. Par contre, je ne m'arrête pas là. Je reconnais mes torts. Et la façon de réparer, c'est en se confrontant, en faisant face. Je fais face à mon erreur. Je fais face à ce qui s'est passé. Je l'accepte. Et je ne suis pas un enfant, c'est-à-dire que je ne me laisse pas avoir par les sentiments de honte, d'humiliation, de rejet, comme ça, d'ostracisation, ce que vous voulez. Mais j'y fais face et je répare mon erreur. Et ça, c'est de la responsabilité. Et ça, c'est très puissant, c'est très... Moi-même, je l'ai pas. J'admire beaucoup les gens qui ont ça. Franchement, je pense que je connais 0 personne qui est capable de ça autour de moi. Mais 0. Parce que c'est qui est capable de le faire avec le degré 0 de honte de soi. Vous savez? Ça, c'est de l'intégrité pure, ça. Mais je sais pas, c'est un niveau d'autorité intérieure qui est immense, ce truc-là. Mais bref, je tenais à vous partager ça. Ce côté responsabilité, c'est savoir reconnaître ses torts, savoir s'excuser et confronter, faire face à peu importe ce qui s'est passé, peu importe la situation, peu importe la personne, dans le but de s'améliorer, évidemment, quoi. Par contre, il peut y avoir un problème, un peu comme en vierge, de si c'est mal régulé, ça, comment on dit ça, d'hyper perfectionniste. Et donc, on peut encore une fois tomber dans le burn-out. Mais outre la responsabilité, je pense qu'autre chose aussi qui est très forte chez le Capricorne, c'est qu'on retrouve l'idée de détermination et de discipline. La discipline, ça fait aussi partie de la discipline. C'est un mélange discipline-responsabilité, c'est ce que je viens de vous expliquer là sur assumer ses erreurs, réparer ses torts, etc. Soi-même, pas par rapport aux autres, pas par rapport à une procédure, non. Soit juste par rapport à la force de sa volonté, en fait. Et je sais pas, moi je trouve ça très, très beau, très fort, en fait. Vraiment très puissant. Ça, pour moi, c'est de la puissance pure et dure, quoi. Mais bref, je vais revenir sur terminer sur ces idées par rapport au symbole de saison, la symbolique plus profonde comme ça du signe du Capricorne. Et là, on va tomber sur ce dont parle Dan Rodiard dans son livre. Alors, je ne sais pas si j'ai assez insisté sur le fait que le Capricorne, version collective, c'est les lois, le gouvernement. C'est le gouvernement. L'État. Et plusieurs choses là-dedans. Je vais essayer d'être au plus rapide, mais je pense que c'est important quand même que je déballe tout ça. D'abord, sur cette idée par rapport à l'hiver, etc., par rapport aux saisons, dans tout l'ouvrage en fait de Dan Rodiard, et encore une fois, à chaque fois déjà je vous donne toutes les références en fin de vidéo, des livres que j'utilise, et puis tout simplement c'est par hasard ceux que j'ai actuellement, quoi. Pour pas en lire, en acheter surtout 40 000, c'est juste, voilà, c'est ceux que j'ai sous la main, c'est tout, rien de plus, rien de moins. Dans son livre, la Dan Rodiard, lui, il se base beaucoup sur donc il parle du cycle du zodiaque aussi, mais il se base beaucoup sur l'idée de force de jour, force de nuit, donc le jour et la nuit, et avec ce que ça symbolise en fait par rapport aux saisons, donc là où il y a les jours plus longs ou les nuits plus courtes, ou si c'est égal, etc., en disant que la force de jour, la journée, c'est une énergie qui est, alors peut-être pas solaire, ça c'est peut-être moi qui le dis mal là, mais en tout cas c'est personnalisant, c'est une énergie qui va vers l'individualité. C'est je construis le moi, je, comme ça. Donc oui, l'individu, la personnalité, tandis que la force de nuit, c'est une force qui est, je sais pas si je le dis bien, collectivisante, en gros qui fait l'inverse de la force de jour, c'est-à-dire qui tourne moins vers moi-je, mais vers nous. Donc typiquement, c'est quand on commence l'automne, par exemple, où les jours déclinent et puis la nuit augmente. Et en tout cas, pour le Capricorne, c'est très intéressant parce que
le Capricorne, comme je vous disais, démarre l'hiver et il démarre cette idée de nous collectif. La saison du Capricorne, le signe du Capricorne démarre avec le jour du solstice d'hiver. Le jour du solstice d'hiver, c'est le premier jour de la saison du Capricorne. Qu'est-ce que c'est en fait le solstice d'hiver? C'est le jour de l'année où les nuits sont les plus longues et donc les jours sont les plus courts, mais après, comment dire, pendant tout l'automne, les jours se sont raccourcis et les nuits se sont allongées jusqu'à atteindre le jour le plus court, le plus long. Là. Et après, pendant l'hiver, c'est l'inverse. Les nuits vont se raccourcir et les jours vont commencer à s'allonger. C'est-à-dire que, oui, on est dans la saison de l'hiver où on fabrique le tous ensemble, mais en fait, ce qui se trame un peu sous la surface, et j'aime beaucoup parce qu'il commence en parlant du signe du Capricorne, en parlant du manteau d'hiver, comme ça, de neige blanc, qui cache en fait ce qui se trame en dessous. Et bien en dessous, au final, c'est le printemps qui se prépare. C'est l'automne, l'hiver, c'est un peu des saisons qui sont associées avec la mort. Et pour autant, en dessous, on a la vie qui non seulement ne s'est jamais arrêtée, mais qui commence à regermer, quoi. Mais qui va littéralement faire surface seulement au moment du printemps. Et je trouve ça fascinant parce que dans la vraie vie, je ne sais pas suivant où est-ce que vous habitez, mais là, dernièrement, j'ai habité il y a quelques années dans un pays où l'hiver est vraiment très très froid. Et ça m'a fascinée parce qu'il y avait de la vraie neige, parce que sinon moi j'ai grandi autour de Paris, là, donc il n'y a pas trop ça. Et en fait, je trouvais ça fascinant parce que pendant des mois, il peut neiger, bon, suivant des hivers, là, neiger, tout est blanc comme ça, il n'y a plus rien. Et puis, parfois du jour au lendemain, il suffit de quelques degrés de plus, et en plus, le printemps va très vite, enfin, il n'y a presque pas de printemps. Et en quelques jours, il peut y avoir, paf, vous commencez à voir les petits bouts verts, là, comme ça, qui poussent de partout. Mais je trouve ça fascinant, à quel point vous avez l'impression que, je sais pas, il y a quelque chose d'assez intemporel comme ça quand vous admirez un paysage sous la neige, et tout d'un coup, pouf, enfin, c'est vraiment deux paysages qui n'ont rien à voir, deux ambiances complètement différentes. Mais bref. Et ça parle un peu de cette idée-là dans le signe du Capricorne. Mais lui, il va beaucoup plus loin, mais j'aurais vraiment pas le temps de rentrer dans ces considérations-là. Mais bref, pour revenir dans cette idée d'État, de gouvernement, etc., lui, il insiste vraiment pour dire que en Capricorne, c'est même pas l'État ou le gouvernement, un État, il parle d'empire. Et l'empire, c'est quoi? Juste avant, on avait le Sagittaire qui est allé loin, et parfois avec ces petites tendances prosélytisme, ces petites tendances colonialistes, là, eh ben, il a conquis des territoires que lui a jugés étrangers, que lui a jugé que c'était pas mal de lui faire la leçon et de lui apprendre la vie. Donc, tu es mon petit frère, tu es... Vous savez, ça se disait pas mal, même dans... Je sais pas, même dans toute l'histoire politique, philosophique du 19e siècle, dans tout ce qui est les nationalismes, genre grand frère, petit frère, pour dire le grand État, enfin l'empire c'est le grand frère et le petit à côté c'est le petit frère. Enfin bref, tout un délire comme ça. Mais donc l'empire, c'est il y a un moment on conquiert, le territoire devient de plus en plus grand, et l'empire c'est ça, c'est la suprastructure. Ça c'est capricornien. C'est l'État fédéral où, en tout cas les régions, les parties qui composent l'empire, l'État, là, Capricorne, rassemblent des ethnies, des populations, des nations, de ce que vous voulez, des parties qui potentiellement n'ont rien à voir, mais rien à voir, vraiment. Je sais pas, même quand on imagine les empires, je sais pas, ça peut être dans le temps les empires romains, l'empire de Chine, l'empire mongol, l'empire byzantin, l'empire, puis plus récemment tout ce qui est, je sais pas, même les empires en Amérique, quoi. Non, c'est pas les empires aztèques ou incas, je connais pas trop. Mais les empires tout simplement européens, donc français, anglais, espagnol, portugais, hollandais, vraiment tout ça c'était
des suprastructures. Et donc quand on voit tous les territoires qu'ils ont conquis, on se dit que tout ça, oui, vous êtes sous l'Empire français, mais quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, on lui dit maintenant t'es un Français. Mais bref, c'est ça la problématique de l'Empire version Capricorne. C'est pas juste un État. Mais j'essaye de finir là-dedans, de poursuivre. Et ça me fait rire parce que... et ça me fait penser à justement ce cours de philosophie, d'histoire politique du 19e siècle en Europe. Avec justement, vous disiez, cette idée de nationalisme, mais c'est surtout ce moment de transition où on essaie de changer, de passer des monarchies un peu partout en Europe comme ça, à une république. Donc on fait un changement d'État comme ça. Et ça me fait rire parce que, par exemple, avec l'essor de la presse, les caricatures au 19e siècle, là, je suis quasiment sûre qu'on peut retrouver à peu près le même type de remarques, le même type de dessin, là, de caricature à ces époques-là, ou pendant le 20e siècle et aujourd'hui. Mais parce que c'est marrant, et c'est ce prof qui avait soulevé ça, je me souviens plus de son nom là. Mais donc, avant, on était dans des régimes d'État où c'était des monarchies, donc des monarques, et en fait ça fait très lion, très régalien comme ça. Et le lion, c'est fait pour ça, c'est pour dire, moi, j'incarne à la fois moi-même et j'incarne le groupe, je veux cette position de leadership, je suis prêt à me mettre en avant, je suis prêt à sacrifier ma vie pour avoir ces positions très soleil, c'est comme ces idées de roi soleil, c'est très lion quoi, c'est très léonin. Et justement, c'est à double tranchant, parce qu'à la fois, c'est vous qui portez tout l'ego de cette puissance, de ce pouvoir, de cette position dans la société, comme ça. Et à la fois, dès qu'il arrive un problème, eh bien, comme c'est vous qui incarnez l'État, c'est vous qui vous prenez tout dans la face. Et encore une fois, qu'il s'agisse d'un État ou, je sais pas, d'une marque d'entreprise, etc. Si c'est façon Lyon, c'est... toute l'image est associée avec... toute l'image de ce qui est bâti de l'empire, que ce soit un empire industriel, un empire technologique, un empire étatique, ce que vous voulez, est associée à l'image personnelle de la personne qui a bâti ça. Et donc, encore une fois, ça c'est des gouvernements qui sont un peu façon lion. Sauf que au 19e, justement, on est censé être passé. Je pense que le Verseau a beaucoup travaillé pendant le 19e siècle, mais pour établir, bizarrement, une société en Capricorne. Et une société version capricornienne, en fait, c'est une machine, c'est une institution. Et si vous vous souvenez, ce que je vous ai dit un peu tout au début, c'est cette idée dépersonnalisante ou impersonnelle. C'est-à-dire que les gouvernements, normalement, dans un état capricornien, ce n'est plus une personne, un individu. C'est, alors peut-être que je le dis mal avec mes mots, un pion, mais un avatar, en tout cas, un représentant de l'État, avec un E majuscule comme ça. C'est un membre du gouvernement, si vous voulez. Une pièce qui est remplaçable aussi. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est un peu cette idée-là, que on n'est pas face à quelqu'un, on est face à quelque chose. On est face à l'État, en fait, à lui-même. Et c'est très intéressant parce que ce prof disait que même si on est passé dans des régimes où, je sais pas, par exemple, ce serait pas normalement le monarque ou le président qui est censé nous intéresser, mais par exemple la chambre législative ou des choses comme ça. Parce que déjà, ce sont des gens élus, représentant le peuple. Mais il y a quelque chose, il est censé y avoir une dimension impersonnelle. Or, il y a un truc qui ne s'est pas très bien transitionné comme ça. On continue, surtout en France, mais même en Europe, de faire porter le tout sur une personne et la personne au sommet. Et je pense que même dans les... Comment dire ? Même dans les entreprises, les sociétés, ça doit être un peu de ce même ordre dans les chefs de hiérarchie. Mais je trouve ça. Moi, c'est quelque chose qui m'est resté en tête depuis toutes ces années où ce prof nous a donné ce cours et partagé cette réflexion-là. Essayez de regarder votre rapport au pouvoir comme ça, c'est-à-dire le gouvernement, l'État, le pouvoir étatique.
Est-ce que vous jugez que c'est une machine ou est-ce que vous jugez que c'est des personnes en elles-mêmes? Bon, bien sûr, on va faire la part des choses, mais bref, c'est une question que je vous adresse. Mais plus loin que ça, en fait, Rudyard, dans son livre par rapport au signe du Capricorne, il dit que, et ça j'ai trouvé ça fascinant aussi, dans tout empire capricorne, capricornien, se trouve le germe de sa destruction. C'est un peu comme en anglais quand ils disent Empires Rise, Empires Fall. Un peu comme dans la chanson de Jason Mraz. J'aime beaucoup cette ligne. Mais bref, je n'ai plus de voix pour la chanter. Là. Et, pourquoi le germe de sa destruction? Ça s'explique par plusieurs mécanismes, mais en gros, de ce que j'ai compris dans ce qu'il explique là, Dan Rudyard, déjà, les suprastructures, elles existent pour, entre guillemets, le peuple, pour les nations qu'il chapeaute comme ça, et pour les structurer et pour recevoir aussi en retour d'eux. Donc, il faut que les gens qui soient dans les mécaniques de gouvernement, comme ça, d'instances, comme ça, de prise de décision, éduquent, c'est comme il le dit dans le livre, éduquent les masses pour que ils exercent déjà leur rouage, leur rôle comme ça, mais aussi qu'ils acceptent, qu'ils comprennent et qu'ils s'intègrent dans dans la machine, dans la grosse machine comme ça, qui est l'État ou l'Empire capricornien. Mais en fait, en faisant ça, en les faisant intégrer la machine, de base, et ça il le dit pas, mais je pense que c'est aussi rattaché à cette idée de hiérarchie un peu, et ben ça va générer de fait, je prends des raccourcis là, mais bon bref, j'ai pas le temps. Mais ça va générer, ça va induire la révolte, le soulèvement, la colère et finalement tout ce qui sera propre aux énergies du Verseau. La rébellion, le rebelle, l'utopie si on veut, là, dit d'une bonne ou d'une mauvaise manière, mais celui qui va devoir moduler, modifier la structure quand elle devient trop rigide ou trop injuste. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut suivre des règles pour les règles. L'anorak bleu, mais on ne sait même plus pourquoi. Et si pourtant ça revenait à suivre le même principe, mais qu'on fonctionnait comme ça, non, on ne veut pas. Vous savez, c'est la sclérose là. À l'université, c'est beaucoup comme ça. Bref, petit tacle entièrement gratuit. mais tout ça pour dire que, en fait, ça rappelle à l'énergie Capricorne que de toute manière, ça ne s'arrête pas là, le cycle. On n'en est qu'au début de la saison d'hiver et ça va s'installer en Verseau et ça va complètement se bouleverser en Poisson. Mais pour rappeler que tout est changement. Donc oui, il y a ordre, oui, il y a nécessité d'une structure, je vous ai dit, comme la peau, comme les os dans le système, dans le corps humain, là, comme tous les fascias, etc. Mais ça a besoin d'être souple pour continuer de vivre, en fait, tout simplement. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il dit, finalement, pour finir là, que un petit îlot comme ça, une petite tribu, peut, elle, survivre longtemps parce que ses valeurs sont concrètes, si vous voulez, c'est direct, c'est concret, quoi. C'est des valeurs, on cherche pas plus loin que ça, quoi. Par contre, un empire, lui, qui est né pour ceinturer, pour superviser comme ça différents groupes, ethnies et différents ensembles, un empire se doit de mourir un jour parce que ce n'est pas viable dans le temps. D'où Empires Rise, Empire Fall. Would you be my concert? Bref. Mais je n'irai pas plus loin, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Tout empire est fait pour mourir un jour. Et la dernière chose que j'expliquerai, mais juste à la volée comme ça, c'est que je reviens à cette idée de montagne, un peu plus individuelle, etc. Quelque chose, je pense que je n'ai pas dit, enfin si, peut-être quand je parlais tout à l'heure de l'ermite, qui est attaché parmi les figures, les images au signe du Capricorne, c'est qu'on peut retrouver beaucoup de solitude. Alors, pourquoi, comment ?
j'ai pas envie de perdre trop mon temps, mais solitude, déjà parce qu'il peut y avoir une intégrité, une exigence telle que, voilà, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, on élimine un peu, on fait du ménage autour de soi, comme je vous parlais de l'ami, qui faisait pas ça consciemment d'ailleurs. Et on peut se retrouver seul sans le vouloir, entre guillemets, ou on peut rechercher la solitude parce qu'on estime que c'est trop de brouhaha, trop de superflu, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas on finit par la solitude. Mais plus que ça, et ça a un lien avec la transcendance du signe, hein, mais là c'est... Encore une fois, je trouve ça très puissant, mais même je n'arrive pas à l'expliquer avec des mots. Mais toujours dans cette idée de la montagne, en fait, il y a plusieurs choses que je veux dire. Déjà, je vais commencer par dire que dans le signe du Capricorne, une personne qui s'identifie beaucoup avec ça, et avec cette transcendance qui est celle de l'initiation, mais avec un I majuscule, l'initiation, et ça a quelque chose d'ordre de mystique, de spirituel, hein, alors qu'on n'y était pas du tout, hein, dans tout le signe, là, tout ce que je vous ai dit pendant 1h30. La solitude, pourquoi ? Je vous ai parlé d'une forme de notion d'énergie à la fois dépersonnalisante et impersonnelle, comme ça. Pourquoi ? En fait, ça, je ne vais pas le détailler, mais ça a à faire avec tout ce qui est de l'ordre du destin, du chemin, etc. Bon, je pense que j'utilise des grands mots qui veulent dire plein de choses pour plein de gens, là, mais je n'aurai pas le temps de détailler. Mais c'est un peu de cet ordre-là. Elle vient de là, l'initiation. Mais si vous voulez, c'est un peu, la manière dont je le comprends, c'est comme si la personne qui est très très marquée par l'énergie Capricorne sent quelque chose sur lequel elle ne peut pas mettre de mots, parce que justement, elle est dans l'ordre du matériel, du concret, du tangible, comme ça. Et pourtant, là où elle refuse d'aller, alors c'est pas de l'émotion là, mais c'est plus de l'ordre de l'intuition, etc. Quelque chose qu'elle pressent. C'est un peu comme ce que je vous disais, la vie qui germe, qui couve sous le manteau de glace, comme ça. Quelqu'un de très Capricorne le porte, le pressent comme ça, en lui, en elle. Et donc, il peut y avoir une espèce de solitude parce que cette énergie-là est forte. Mais elle n'est pas contrôlable, en fait. Et elle n'est même pas... elle n'est pas dissible, en fait. C'est-à-dire dissible, indicible. Je ne peux pas la dire avec des mots. C'est pour ça que c'est un peu aussi compliqué pour moi de vous transmettre ça. Mais si vous voulez, pour revenir sur cette image de la montagne, donc c'est la chèvre, l'animal qui grimpe comme ça longtemps, longuement. Et je vous ai dit, il y a un moment où elle arrivera forcément au sommet. Par contre, il se passe quelque chose au sommet. Il peut y avoir, comme je disais, un petit moment d'euphorie comme ça, de succès ou sentiment de succès ou achievement en anglais là. Mais il peut y avoir très vite le soufflet qui retombe là. Parce que c'est pas un signe de feu, c'est un signe de terre. Et on va où après ? Et on fait quoi ? Donc il peut y avoir un sentiment un peu d'être de perdition, d'être perdu, etc. Juste très rapidement après la sensation d'accomplissement. Je pense que, je vous ai dit tout à l'heure que l'accomplissement il se fait plus, je pense, pendant qu'à la fin. Et ça c'est très capricornien, je pense. Mais en fait, ce qui se passe au sommet de la montagne, c'est que là, la chèvre, le Capricorne, se rend compte que ce signe se trouve à la croisée comme ça, ou dans l'espace de transition entre le sol, la montagne, la terre, le tangible, le matériel, le concret, le palpable, et quand il lève, la chèvre lève la tête là, et les étoiles, et le ciel. Et on peut pas grimper dans le ciel avec ses pattes comme ça, c'est pas possible. Et là, il y a un moment où, c'est un... Comment expliquer ? Un mécanisme où c'est de l'ordre du lâcher-prise. Il y a un moment où... Et elle se passe là, l'initiation, en fait. C'est un moment où... c'est pas quitter le monde de la matière pour partir dans les étoiles, c'est pas un délire dans ce genre-là. c'est pas aussi mystique que ça. On n'est pas un poisson non plus. Mais c'est plutôt... Attendez, je reprends. Oh là là.
c'est plutôt une idée de... L'initiation, c'est presque comme de l'ordre, si on pouvait donner un mouvement, d'une descente. Mais d'une descente d'une descente de quelque chose qui viendrait, entre guillemets, du ciel, pour descendre dans le corps à travers soi-même. Et justement, pas mal de trucs en astrologie parlent du soi. Mais vraiment du soi, je pense au terme de Jung et tout, là. Le moi, le surmoi, le soi. Peut-être Freud, ça, comment je l'utilise. Enfin, je le connais pas trop, ces notions-là. Mais c'est le soi. C'est pas exactement quand je parlais de l'âme en cancer. Est-ce que ce serait par exemple ce que dans certaines personnes utilisent dans le New Age, dans le moi supérieur, les choses comme ça. Mais elle est là aussi l'idée de destin, etc. Et l'idée d'être une force impersonnelle. Et dans la transcendance, et ça je trouve ça plutôt dans les Jinki, mais en fait qui vient du I Ching chinois. C'est l'idée de ce que j'ai dit pour plusieurs signes d'ailleurs, de porter quelque chose à travers soi qui nous dépasse. Et là, en l'occurrence, il est là le truc que je vous disais tout à l'heure, qu'on le veuille ou non, quand c'est des énergies entre guillemets supérieures qu'on incarne, et ben peu importe la forme, la direction que ça prend, ça sert le groupe, le collectif. Parce que c'est pas nous qui sommes réellement aux commandes, quoi. On est comme copilote avec quelque chose qui descend s'incarner en nous. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le signe du Capricorne. Peut-être que j'ai oublié des choses, mais bon, écoutez, tant pis. C'était déjà suffisamment gros comme paquet. Je voulais juste terminer sur 2 choses. Déjà, il y a 3 animaux que je ne vais pas du tout expliquer, mais je trouvais ça marrant, donc je vais vous les partager là, qui font référence au Capricorne. C'est à la fois la chèvre, là, le bouquetin, là, comme je disais, mais avant aussi, il y a très 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 longtemps, et on retrouvait aussi l'alligator. Je trouve ça étonnant. On retrouve les larmes de l'alligator. Ça, je l'ai lu chez Luc Bigé. Oh, j'arrive plus à parler. Et lui, il dit ça, que ça rappelle un peu l'idée de la fin justifie les moyens, comme ça. Bref. Et à la fois des mâchoires qui sont comme voraces. Donc l'ambition. Et on retrouve la chèvre, comme je disais. Et le 3e animal, c'est la licorne. Et là, je pense qu'on retrouve l'idée de l'initiation, de la transcendance du signe, vraiment de l'aspect spirituel du signe du Capricorne. Mais encore une fois, je ne le détaillerai pas. Si vous voulez aller chercher des informations par vous-même, et vous pouvez revenir les partager si vous trouvez ça intéressant. Parce que moi-même, j'en sais pas tant plus que ça, ça m'a pas trop parlé. Et pour finir, comme avec chaque signe, si vous avez des planètes en Capricorne, alors Luc Bigé, lui, il dit que c'est possible que ce soit plus lent, comme ça, à se manifester, ou être un peu conscient, que ça puisse demander, exiger de la patience, de la rigueur, ou s'exprimer en retenue, en humilité. Je t'ai dit, hein, moi, les personnes Soleil Capricorne, je les trouve, j'aurais jamais dit, ça avait pas l'air d'être des gens brûlants de désir de se réaliser ou quoi, ou d'accumuler de l'argent. Pas du tout, je trouvais que c'était des personnes très humbles. Mais peut-être qu'elles étaient, comment on dit ça, pas sûres d'elles-mêmes. Donc elles n'avaient pas conscience au final d'elles-mêmes. Mais bref. Donc c'est possible que ça arrive aussi chez les gens Capricorne. Mais en tout cas, je trouve que si vous avez des placements en Capricorne, que ça va vous donner beaucoup d'intégrité personnelle. Certainement une notion de service collectif, hein, comme je disais. Et ça, je pense, je devine, une idée de vous faire aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais pas plus loin, plus haut en fait, parce que c'est comme ce que je disais, je sais plus où là. De toute manière, il y a un moment où on va plus loin, éloigné de soi. En fait, ça revient pareil d'aller à l'intérieur de soi. Et le signe saturnien, ça c'est encore autre chose, c'est très passionnant, mais on y reviendra quand on parlera de Saturne. Bref, si vous avez survécu jusque-là, bravo et merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair, etc. et que cette fois, la prise de son était bonne. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le signe du Capricorne. Et on se retrouve pour le prochain épisode, si vous les suivez dans l'ordre, qui parlera du signe du Verseau. En attendant, portez-vous bien et puis on se retrouve une prochaine fois.
Bye bye.